Il y a encore 3 mois, Attila était français. Aujourd'hui, il est déchu de sa nationalité. Vous avez toujours votre passeport? Oui, je l'ai toujours, mais je l'ai caché. Enfin, je le cache, mais bon. Vous n'allez pas le rendre tout de suite, quoi. Pas tout de suite. Je vais faire tous les recours, mais en tout cas, je n'aurai pas comme ça. C'est comme si la France, on a été élevé ici, on a grandi ici, et au jour d'aujourd'hui, ils nous disent on n'est plus vos parents. Bonsoir. Cet homme qu'on vient de voir avec sa femme a été déchu de la nationalité française par décret en octobre dernier. Un cas qui montre que la déchéance de la nationalité, ça existe déjà avant même le débat qui commence demain à l'Assemblée nationale. La déchéance de la nationalité, sujet d'actualité, sujet compliqué qu'on va essayer de mieux vous faire comprendre ce soir à travers des exemples concrets. Et puis on va aussi s'intéresser à ceux qui aiment la France et qui le disent et qui s'engagent par exemple dans l'armée et la police. Enfin, on va parler de ceux qui, en Corse, aujourd'hui, au contraire, n'ont plus qu'un rêve, c'est de quitter la France. Bref, ce soir, on parle d'identité française dans ce 330e numéro de Complément d'enquête. Et pour en parler, nous sommes venus ici, aux Invalides, lieu symbolique, lieu militaire. C'est dans cette cour que l'on a rendu hommage aux victimes des attentats de novembre dernier. Tout de suite, notre enquête sur la déchéance de la nationalité, avec ce soir le premier témoignage à la télévision des tout derniers déchus, ceux à qui on a retiré la nationalité à l'automne dernier. Les déchus de la République, c'est un reportage de Rola Tarsissi, Karine Guillemin et Vincent Gobert. Français, ces 3 amis de la région parisienne l'étaient encore il y a 3 mois. Mais en octobre dernier, ils ont été déchus de leur nationalité. À 40 ans, ces pères de famille viennent de perdre une partie de leur identité. Moi, j'ai de l'amertume. Notre vie, on a vécu en France et du jour au lendemain, on vous dit, ça y est, à partir de telle date, vous n'êtes plus français. Donc imaginez-vous la blessure que ça peut engendrer sur une personne ou sur une famille. C'est très dur à vivre, hein, j'ai envie de vous dire. Et on est abattu là-dessus. On essaie tant bien que mal d'essayer de retrouver un semblant de vie, mais c'est assez un choc. Au début des années 2000, ils ont été interpellés pour des liens avec des islamistes radicaux. Eux ont toujours nié, mais la justice les a condamnés à 4 ans de détention pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un attentat terroriste. Sortis de prison il y a 6 ans, Attila et ses amis croyaient avoir payé leur dette à la société jusqu'à ce qu'ils découvrent ces images. Vous évoquez plus particulièrement la question de la déchéance de la nationalité. C'était le 6 octobre dernier. En pleine guerre contre le terrorisme, devant les députés, Bernard Cazeneuve montre les muscles. Avec fermeté ces dispositions, j'ai présenté au Premier ministre une décision de déchéance de 5 nationalités concernant des terroristes et je poursuivrai avec la plus grande détermination cette politique. Concernant des terroristes. Quand vous avez découvert ces images, vous vous attendiez à une telle décision? Non, pas du tout. En fait, moi personnellement, comme j'en ai les informations, je l'ai vu à travers les médias, quoi. Comme M. Cazeneuve parlait de 5 personnes, il parlait de 4 franco-marocains et d'un franco-turc. Donc il a situé la ville, donc voilà. Donc j'ai juste fait la déduction, quoi. C'était une décision complètement arbitraire. Un ministre de l'Intérieur qui qualifie de gens de terroristes devant l'hémicycle comme si c'était une affaire nouvelle. On la ressort aujourd'hui pour biaiser l'opinion publique, tout simplement. Les 3 hommes ont décidé de saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Pour moi, je suis français, j'ai toujours été français. Même si M. Cazeneuve, pour lui, à ses yeux, je ne suis pas assez français. Mais je suis désolé, je suis toujours français. Depuis 40 ans, 26 Français ont été déchus, reniés par la République. La déchéance de nationalité, une sanction prévue par le Code civil. Elle concerne les binationaux, naturalisés depuis moins de 15 ans. Condamnés pour haute trahison, espionnage, actes incompatibles avec les intérêts de la France, et depuis les attentats du RERB en 1995 pour des crimes liés au terrorisme.
L'été 2010, après des émeutes en Isère, Nicolas Sarkozy propose d'étendre les motifs de déchéance. La nationalité française doit pouvoir être retirée à toute personne d'origine étrangère qui aurait volontairement porté atteinte à la vie d'un fonctionnaire de police ou d'un militaire de la gendarmerie. Mais devant l'impopularité de la mesure, il recule. 5 ans plus tard, c'est François Hollande, président d'une France en état d'urgence, qui brandit à nouveau la déchéance. Nous devons pouvoir déchoir de sa nationalité française un individu condamné pour une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte terroriste. La polémique enfle, à droite comme à gauche. Je ne veux pas qu'on stigmatise les binationaux. Il n'y a rien de pire dans un pays que de montrer que pas tous les Français sont égaux. Jusqu'à provoquer la démission de la ministre de la Justice, Christiane Taubira. Je quitte le gouvernement sur un désaccord politique majeur. Pour sortir de l'impasse, certains députés proposent de remplacer la déchéance par l'indignité nationale. Une peine datant de la Seconde Guerre mondiale, visant les collabos. Frappés d'indignité ou déchus de leur nationalité, qui sont ces Français dégradés de la République? C'est à Mantes-la-Jolie, dans cette cité HLM, qu'Attila a grandi. Il y vit toujours, avec ses 4 enfants. Et son épouse, Sémilé, née à Cherbourg, dans la Manche. Elle boit plus qu'elle mange. D'une famille originaire de Turquie, Attila a obtenu automatiquement la double nationalité à 18 ans. Mais depuis sa déchéance, il n'a plus que l'identité turque. C'est la page 16. 16A. Mais il ne se sent aucune attache avec le pays de ses parents. La Gaule romaine? La seule histoire qu'il connaît, c'est celle qu'il fait réciter à son fils. Elle est où la Gaule? La France. La France, c'est la Gaule. Oui. Est-ce que vous vous voyez un jour aller en Turquie pour y vivre? Non, pas du tout. Ça serait, ouais, c'est deux mondes différents. Ouais, c'est comme si on m'envoyait au bagne, quoi. Enfin, peut-être que le mot il a été un peu fort, mais voilà, donc j'ai pas de repères. Effectivement, j'ai la binationalité, mais moi, la binationalité, je l'ai pas demandé. Depuis que la France l'a déchu, Attila n'a plus le droit de voter. Et les emplois dans la fonction publique lui sont désormais interdits. Autre conséquence plus inattendue, il a perdu toutes ses cotisations retraite. Voilà. Et les fiches de paie sont là. Moi, toute ma jeunesse, j'ai travaillé. Voilà, les fiches de paie, on atteste, voilà. Tout ce que vous avez cotisé, c'est-à-dire que toute une vie, depuis votre jeunesse, tout ce que vous avez travaillé, ça ne vaut plus rien. Il faut tout recommencer. C'est une mort civique. Donc là, vous ne pouvez rien prétendre. C'est-à-dire que tout ce que je veux faire, je vais recommencer à cotiser en tant qu'étranger, pas encore en tant que Français. 4 années à attendre son mari en prison, puis 6 autres pour tenter de retrouver une vie normale. Sémilé pensait en avoir terminé avec la galère. On était à peine en train de reconstruire, d'être, comment dire... sortir peut-être de ouais, peut-être de cette situation-là, même psychologiquement, moralement, et bien sûr financièrement, parce que il a recommencé à travailler, à reprendre une vie peut-être entre guillemets normale. C'est une double peine pour nous tous. C'est très très dur à vivre au quotidien parce qu'on ne sait pas justement ce qu'on va devenir demain. Aujourd'hui, c'est de la déchéance. Peut-être demain, ce sera autre chose. C'est comme si la France, on a été élevé ici, on a grandi ici. Et au jour d'aujourd'hui, ils nous disent on n'est plus vos parents. On ne veut plus être vos parents. Vous n'appartenez plus à ce pays-là. À sa sortie de prison, Attila a retrouvé un emploi dans un magasin de téléphonie à quelques pas de chez lui. Mais désormais, il se rend au travail la boule au ventre. Il sait qu'il peut être expulsé du territoire et séparé des siens. Ce matin-là, il tombe sur sa maman, qui va au marché. Elle et son mari sont venus en France en 1973 dans l'espoir d'une vie meilleure. Vous vous inquiétez pour Attila? Vous êtes un peu inquiète? C'est une nationalité française. Elle me dit non, elle me dit je suis pas inquiet. Elle me dit tu es français.
Oui, Donc à partir de là, je ne m'inquiète pas. Elle a confiance. Oui. Bah, elle est Parce que confiante. ça n'est pas dangereux quelque chose. Je suis pas dangereux. Pour moi, ça ne serait pas dangereux. Au moins une qui rattrape, voilà. Au moins une qui dit que je suis pas dangereux. Oui, c'est pas dangereux quelque Donc chose. là, elle a confiance. Donc voilà, c'est notre génération. Voilà, elle a une vision de la France. Voilà, pour elle, la France, c'est la France. En plus d'Attila, 5 autres personnes ont été déchues en 2015 dans le sillage des attentats de Charlie Hebdo. Parmi elles, ce franco-marocain, Ahmed Sanouni, ici avec son fils. Son avocat dénonce une mesure politique. Selon lui, à travers la déchéance, l'État cherche à se débarrasser des Français indésirables. Le seul objectif de la déchéance de nationalité française, parce qu'il y en a un, c'est le renvoi vers le pays d'origine. C'est le seul objectif. Parce que je ne vois pas qu'un gouvernement prononce la déchéance de nationalité française d'une personne et ensuite le laisse libre vivre en France. Parce que ces personnes-là, le seul risque pour elles, ce serait finalement de perdre leur nationalité française. En clair, on leur empêcherait uniquement de voter finalement. Donc, ce n'est pas pour ça qu'on leur enlève la nationalité française. En réalité, c'est parce qu'on veut les renvoyer. Condamné pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, Ahmed Sanouni a été déchu et expulsé vers le Maroc le jour même de sa sortie de prison, en septembre 2015. La dernière à l'avoir vu sur le sol français, c'est sa sœur. Je vois une voiture sortir noire, et je vois mon frère habillé avec un pull, j'écris Ahmed, Ahmed. Il ne m'a pas entendu parce qu'ils sont partis plus vite. Il avait quelque chose sur les yeux, il était menotté. Et vous avez suivi la voiture? J'ai suivi la voiture, mais c'était plus rapide. C'était les sirènes et tout ça. Son frère est aujourd'hui incarcéré à Rabat. Après avoir purgé sa peine en France, il est sur le point d'être rejugé pour les mêmes faits et risque 20 ans de prison. C'est inutile, ça sert à rien. On est inutile, arbitraire. De plus en plus de politiques rejettent la déchéance. Certains proposent de remettre au goût du jour une sanction vieille de 70 ans. J'ai fait part de mon point de vue, j'ai fait une proposition d'ailleurs avec Jean-Pierre Mignard, avocat, sur l'indignité nationale, qui me paraît être la bonne réponse. L'indignité nationale, une peine créée à la Libération pour punir ceux qui avaient collaboré pendant la guerre. Darnan pourra verser des larmes. Elles n'effaceront pas le sang des maquisards assassinés. Au moment de l'épuration, la Haute Cour de justice, mais aussi des tribunaux d'exception, ont condamné près de 100 000 Français à l'indignité. Pendant 70 ans, les dossiers de ces procès étaient jalousement gardés aux archives nationales. Aujourd'hui, ils sont enfin ouverts au public. Pascal, bonjour. Anne Simonin est historienne. Elle s'intéresse depuis longtemps à la question de l'indignité. Traite bien leur lecteur. Absolument. Jaunis par le temps, ces documents ont servi de preuve contre les Français de la collaboration. Ici, le dossier d'instruction d'une coiffeuse parisienne. Là, on a par exemple le cas d'une femme chez qui on a saisi toutes ses photographies personnelles, de vie quotidienne. Femmes ayant eu des rapports avec les Allemands, oui. Certaines de ça. Certaines parlent de ça. C'est génial, c'est une... Voilà, ça c'est une publicité. Publicité pour mois descendant en allemand. Un catalogue de champagne pour. Voilà, ça. Pour alors, les Allemands. En quoi c'est une pièce à charge? Ça veut dire que vous avez fait la fête avec les Allemands en buvant du champagne quand effectivement les Français mangeaient des tabagas. On va beaucoup l'attaquer sur ses mœurs, et puis il y a une histoire de salon de coiffure qu'elle a acheté avec de l'argent qui visiblement a été donné par les Allemands et qui vont là encore aggraver son cas, quoi. Pour ses liens plus qu'ambigus avec les Allemands, elle a été condamnée à 20 ans d'indignité nationale. C'est une peine infamante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une peine qui emporte exclusivement des privations de droit. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus voter, vous ne pouvez plus être élu, vous ne pouvez plus avoir une fonction de représentation dans des syndicats, vous ne pouvez pas être directeur d'un journal, vous ne pouvez pas être réalisateur de cinéma, vous ne pouvez pas participer régulièrement à une entreprise de presse.
ce qui quand même commence à faire de quelque chose d'extrêmement lourd. Mais dans certains cas, ce sont les descendants qui portent le poids de l'indignité nationale. À Lyon, nous avons retrouvé le fils de Maurice Gabold, garde des Sceaux du gouvernement de Vichy. Christian Gabold a 91 ans et une mémoire de jeune homme. Il avait 20 ans à la Libération. Pour son fils Emmanuel, il a soigneusement classé les souvenirs de la famille dans cet album, sans rien omettre du passé de son père. Ça, c'est en 1943, quand il était nommé garde des Sceaux, ministre de la Justice, en 1943. Ça doit être en 1943 ou en 1944. Avec qui? Avec le maréchal Pétain. À la Libération, son père s'enfuit en Espagne. Il est condamné à mort par contumace et frappé d'indignité nationale. Voilà, alors ça, dans ce dossier, il y a un document que j'avais oublié l'existence. D'ailleurs, mais je le retrouve avec 70 ans, peut-être non, combien ça fait. C'était l'arrêt qui a été placardé, puisqu'il fallait qu'il soit placardé à la porte du condamné. Alors, il était condamné à l'indignité nationale à vie. Hein, pourquoi il est déchiré? Parce que j'ai tiré dessus et il s'est déchiré. Il était collé quand même. Il était collé contre le mur. Je l'avais déchiré, ce qui était un délit, certainement. Vous l'avez déchiré pourquoi? Bon, parce que en général, on déchire, parce que j'étais pas le seul à avoir fait ça. Christian Gabold élude. 70 ans plus tard, le sujet est encore sensible. L'indignité nationale était parfois assortie de la confiscation générale des biens, et ce fut le cas pour son père. L'État a mis la main sur la propriété familiale dans l'Aude. C'est plutôt toi qui as été gêné par la confiscation. Ah, la confiscation. Parce que de toute façon, le grand-père, lui, il était condamné à mort, donc il ne pouvait pas revenir. Oui. Donc il ne pouvait plus jouir de ses biens. C'est moi qui me suis trouvé, son fils unique, à la tête de ce problème, et j'ai bataillé pendant 25 ans, dans la mesure où l'indignité nationale peut être assortie, comme c'est le cas là, de la confiscation des biens, ça touche la famille d'ailleurs. C'est contraire au principe qu'en France, les peines sont personnelles. Ce n'est qu'en 1968 que la maison lui sera officiellement restituée. L'indignité nationale serait-elle une bonne alternative à la déchéance de nationalité? L'historienne Anne Simonin n'y croit pas. Elle propose une troisième voie. Priver les ennemis de la République de leurs droits civiques sans toucher à leur nationalité. C'est aussi un crime de proximité. Les djihadistes ne sont pas des vichistes ou les vichistes ne sont pas des djihadistes et il n'y a aucune raison de pratiquer cette forme d'analogie. En revanche, l'atteinte à la vie d'un citoyen français pour non-respect de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, pourrait être qualifié crime de lèse-république. La nécessité de pouvoir créer un crime, c'est aussi une façon de dire c'est le droit, c'est-à-dire une valeur fondamentale de notre civilisation qui aura le dernier mot. À Mantes-la-Jolie, Attila le Déchu n'a pas pu se résoudre à rendre ses papiers français. Vous avez toujours votre passeport? Oui, je l'ai toujours, mais je l'ai caché. Enfin, je le cache, mais bon. Vous n'allez pas le rendre tout de suite, quoi. Pas tout de suite. Je vais faire tous les recours, mais en tout cas, je n'aurai pas comme ça. Pour Attila, plus qu'une pièce d'identité, ce passeport, c'est une partie de son identité. Il se battra jusqu'au bout pour la conserver. Et voilà pour ce reportage signé Rola Tarsissi et Karine Guillemin. Et on se retrouve donc ici aux Invalides, où la France traditionnellement rend hommage à ses héros. Nous sommes dans le grand salon avec Alain Duhamel. Bonsoir. Bonsoir. Éditorialiste à RTL, observateur avisé de la vie politique française. Alors ce débat sur la déchéance de la nationalité commence demain à l'Assemblée nationale. Débat compliqué, débat pourri, disent même certains. Vous allez nous aider à mieux comprendre. D'abord, ce qu'on vient de voir dans notre reportage, c'est tout simplement que ça existe déjà. Par simple décret, le ministre de l'Intérieur peut déchoir de la nationalité française des hommes qui ont commis des délits, en l'occurrence, et qui sont nés, en l'occurrence, à Mantes-la-Jolie. Donc, pourquoi a-t-on besoin de l'inscrire dans la Constitution? C'est du symbole.
Et je dirais, ça n'est pour l'essentiel que du symbole. Ça peut aider à des expulsions, mais enfin, de toute façon, comme vous le disiez, elles existent déjà. Donc on est dans le symbole. Mais on est dans un symbole qui a été détourné, évidemment, par le débat politique. Alors, est-ce que vous diriez que François Hollande, en l'annonçant, c'était une surprise au Congrès à Versailles, vraiment 3 jours après les attentats, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a improvisé, il n'a pas vu le débat que ça allait provoquer? D'abord, c'est sûr que c'est une décision qui a été prise très très vite. Hein. C'est pas le genre où il y a eu des semaines pour éplucher des textes juridiques. Hein. Bon, d'autre part, il fallait qu'il marque un grand coup, parce qu'il faut se rappeler ce que nous pensions tous à ce moment-là. On était sous le choc quand même du pire attentat depuis la guerre d'Algérie. Donc, il a voulu un symbole fort. Et cette déchéance de la nationalité, c'est quelque chose qui parle. Alors, il a choisi un symbole fort, certains disent un marqueur de droite aussi, parce que c'est une mesure qui était réclamée par la droite et l'extrême droite. C'est une idée qui circule à droite, mais s'il voulait un symbole d'unité nationale d'une part, et d'autre part de dramatisation, c'était vraiment le double objectif, dans ce cas-là, il était évident qu'il fallait qu'il s'adresse non seulement à la gauche, mais à la droite. Alors depuis, il rame pour essayer de trouver un compromis, un texte acceptable par tout le monde. Ceux qui s'y opposent, quels sont leurs arguments? Il y a ceux qui s'y opposent à gauche et ceux qui s'y opposent à droite. Alors, la discussion, au fond, a eu trois phases. La première phase, on a discuté sur le principe. Et là, il y avait un large accord. Ensuite, on est entré dans la discussion juridique. Et là, les dissentiments se sont réellement accumulés. Et maintenant, on est dans la troisième phase où, en réalité, ce sont, à gauche comme à droite, très largement des arrière-pensées politiques, pour ne pas dire politiciennes, qui l'emportent, d'où l'embrouillamini général. C'est une affaire qui s'est dégradée progressivement, en passant des principes au droit, à la politique, et maintenant à la politique vraiment minable. Voilà, alors minable, mais avec un argument principal quand même, qui est celui de la rupture d'égalité entre les Français et les Français qui ont deux nationalités. Alors, théoriquement, non. Théoriquement, maintenant, c'est la déchéance pour tous, au stade où nous parlons. Maintenant, comme vous le disiez, pour tous, mais tout en sachant très bien qu'on va ratifier un traité qui nous empêchera de déchoir les Français qui n'ont pas d'autre nationalité. On est dans une hypocrisie incroyable. On est dans une hypocrisie totale. C'est pour ça que je vous dis que ça n'est pas une mesure d'ordre pratique du tout. Ça ne va pas du tout améliorer la sécurité des Français face au terrorisme. C'est une mesure symbolique qui se voulait rassembleuse et qui s'avère diviseuse. Alors comment ça va se passer à l'Assemblée? Ça commence demain le débat, mercredi sans doute, un vote? Normalement le vote solennel à l'Assemblée c'est mercredi. Bah, bien entendu, tout le monde va se défausser. Bon, si on simplifie au maximum, ce qu'on peut dire, c'est que la gauche était très prévenue au départ, disons même très hostile, et que ça se réchauffe un peu depuis que François Hollande a accepté des accommodements, et qu'à droite, la droite était très pour, mais qu'elle se refroidit au fur et à mesure qu'on s'approche du vote. Avec notamment les fillonistes, François Fillon qui essaie d'entraîner quelques députés à voter contre. À gauche comme à droite, chaque groupe joue sa partie, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la sécurité des Français et avec le terrorisme. C'est-à-dire que les frondeurs à gauche font de la fronde, et c'est-à-dire qu'à droite, en réalité, ce sont les primaires de la droite qui continuent à travers la discussion sur la déchéance de nationalité. On voit les sarkozystes, les juppéistes, les fillonistes et les autres, et chacun prend des positions, et malheureusement, non seulement des positions, mais des postures. Et alors, votre pronostic, ça va passer ou ça va pas passer? Écoutez, si ça ne passe pas, ça veut dire... que sur ce qui est au cœur de ses responsabilités, c'est-à-dire le régalien, François Hollande est démenti. Il peut aussi bien aller s'installer à Rambouillet jusqu'à la fin de son mandat, hein, après une défaite comme ça. Ce serait terrible pour lui, si ça passe pas. C'est terrible pour lui. Ça rend impossible sa réélection. 2, qu'en ce qui concerne la gauche, si ça ne passe pas, ça veut dire que la gauche s'est dressée contre le président issu de ses rangs. 3, en ce qui concerne la droite, ça veut dire que la droite qui demandait cette mesure, qui l'a applaudi debout, qui a chanté la Marseillaise après ça, maintenant ne veut pas la faire passer pour des raisons politiciennes. Le résultat général, c'est que pour l'ensemble du monde politique, ça sera une catastrophe nationale. Ils perdront tous. Et comme j'imagine,
j'espère, pour être honnête, qu'au dernier moment, et quand même, ils auront un petit peu de réalisme, ils se rendront compte de la catastrophe qu'ils prépareraient et de l'image qu'on donnerait. Parce que ça signifie que la France serait incapable de s'unir, même sur une mesure dont, je répète, j'aurais préféré qu'on en choisisse une autre, et je pense qu'elle n'améliorera rien en pratique, mais qui est quand même censée être un symbole. On n'en a donc pas fini avec ce débat pourri. Merci beaucoup, Alain Duhamel, d'être venu nous aider à y voir plus clair. Et maintenant, on va revenir sur le sursaut patriotique qui a suivi les attentats de 2015. J'ai quelques chiffres à vous donner. En temps normal, par exemple, l'armée reçoit 150 candidatures par jour. Après, le 13 novembre, on est passé à 1500 par jour. C'est 10 fois plus. Et puis, en ce qui concerne la police, il y a eu 30 000 personnes qui sont inscrites au concours du mois de mars. C'est 3 fois plus que d'habitude. Alors, reportage maintenant sur cet engouement, mais aussi sur ces nouveaux Français et sur leur fierté au moment où ils deviennent Français. Enfants de la patrie, c'est un reportage de Laure Polaise, Raphaël Chapira, Lou Krikorian et Marielle Croc. Du bleu, du blanc, du rouge. Des couleurs qui reprennent du service. Cet après-midi, à la préfecture de Seine-et-Marne, la République s'apprête à accueillir 40 nouveaux Français. C'est une cérémonie où à la fois je pense qu'il faut attester de l'autorité que représente l'uniforme. Ça, c'est les feuilles de chêne qui ici sont un peu le signe de cette autorité. Les feuilles d'olivier sont-elles le signe de la paix publique? Une telle cérémonie, monsieur le préfet en préside une par mois. À chaque fois l'occasion de mettre à l'honneur la France et ses symboles. Nos enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Ces hommes et femmes sont nés au Sénégal, au Congo, au Portugal ou à Cuba. Ils ont choisi de devenir français. Et ce rituel est là pour leur rappeler que ce n'est pas qu'une histoire de papier. Mesdames et messieurs, vous êtes dorénavant des citoyennes et des citoyens. En devenant citoyen français, vous montrez que vous adhérez aux valeurs qui cimentent la nation et fondent notre pacte républicain. Embrasser les couleurs de la France, une évidence pour eux qui ont fait de longues démarches pour obtenir la naturalisation. J'ai l'impression que toute la famille est en bleu, blanc, rouge aujourd'hui. On a essayé un peu de coordonner pour qu'on soit la bienvenue dans la famille, française. De la France. C'est un honneur et un grand plaisir pour nous. Il y a eu des attentats graves. Oui. C'est une drôle d'idée de devenir français en ce moment. C'est dans des moments comme ça qu'il faut exagérer cette appartenance à la France. C'est comme le mariage, hein, pour le meilleur et le pire. Je pense que ce qui nous unit, c'est la France. C'est ça qui est plus important. Merci pour vous féliciter également. C'est un moment important pour la France parce que je crois que ça met en valeur, ça met en exergue l'esprit de résistance qui peut nous animer. Et qui nous anime d'autant plus que nous avons été attaqués. Regardez notre drapeau, il a fleuri, pas à toutes les fenêtres de France et de Navarre, mais il a réapparu dans le paysage public. Du bleu, du blanc, du rouge. L'étendard à nouveau est levé. Au moment où la France est attaquée sur son sol, en son cœur, elle semble refaire connaissance avec elle-même. Pourquoi cet élan collectif? Que veut dire être français? Qui sont ces citoyens ordinaires qui se découvrent enfants de la patrie? Nous sommes allés à la rencontre de Tony, qui à 21 ans a décidé d'endosser l'uniforme. De Laurent, qui plaide pour la République devant des collégiens. Et de Soufiane, jeune Marocain qui a décidé de devenir français. Dans quelques minutes, ce technicien de maintenance passera son oral de naturalisation. Pour ces révisions, un livret fourni par le ministère de l'Intérieur. Je l'ai un peu lu, j'ai révisé un petit peu plusieurs fois, mais il y a des choses que je connais déjà dedans. Oui. Par exemple, là, le président il est élu par les citoyens. C'est pour ça que je fais un petit peu la demande de naturalisation, pour avoir le droit de vote. Histoire, institution, valeurs républicaines, toute une nation résumée en quelques pages. J'ai dirigé la France pendant près de 15 ans. Et comment vous vous sentez là? Bien. Zen. Zen? Ouais. Donc ça fait 4 ans que vous attendez ce jour? 4 ans, ce jour. Qu'il ne faut pas rater.
Aujourd'hui, Soufiane a donc rendez-vous avec la France. Pas question d'être en retard. Il a pris une journée de congé et s'est levé aux aurores. Bonjour madame. Je viens pour l'entretien, pour la naturalisation. Mais pour qui veut obtenir la nationalité, comme lui, Merci. La France, c'est d'abord beaucoup de paperasse. Je vais vous demander votre carte de séjour, vos 3 derniers bulletins de salaire, facture EDF, attestation d'allocation familiale, les impôts, le titre d'identité de votre conjointe. Tous ces documents pour prouver au moins 5 ans de vie en France et en règle. Et tout ceci n'est qu'un préambule. Donc maintenant qu'on a fait la complétude de votre dossier, on va faire l'entretien réglementaire concernant les connaissances. De plus en plus, l'administration met l'accent sur des critères qui ne se vérifient pas avec des formulaires. La connaissance de la France et, plus important encore, l'adhésion à son mode de vie. Citez-moi 5 villes principales en France. Bordeaux, Paris, Marseille, Lille. Alors, on va enlever Paris parce que c'est la nôtre. Encore une. Mulhouse. Mulhouse. Oui. D'accord. Okay. La représentatrice symbolique de la France. Marianne. D'accord. L'entretien commence comme un quiz, puis s'oriente vers des questions plus intimes. Au niveau de la maison, les tâches quotidiennes comme ça, elles sont partagées ou c'est plus monsieur qui fait, plus madame, ça se passe comment? J'ai plus madame qui fait, mais le monsieur, s'il arrive à faire quelque chose quand il rentre du travail, il le fait. Donc sur 100%, mais on pouvait dire sur 100%, franchement, 65. D'accord. Pour madame. D'accord. Égalité homme-femme, laïcité, citoyenneté, autant de notions sur lesquelles Soufiane est très à l'aise, mais ce n'est pas toujours le cas. Si on va dire en 5 questions, il n'arrive pas à répondre, on essaye au mieux, avec une douzaine de questions, de vraiment repêcher les personnes. Mais bon, quand il n'y a pas de connaissances, c'est vrai que c'est très très difficile de repêcher quelqu'un. Là, dans l'ensemble, ça a été très bien. Merci beaucoup. Eh bien, je vous remercie. Bon courage. Merci vous aussi. Merci. Vous pensez que vous allez devenir français? Je l'espère en tout cas. Après, c'est pas moi qui prends la décision. On attendra. Soufiane attendra encore au moins 1 an. Le temps pour l'administration d'éplucher son dossier et de vérifier qu'il ne leur a rien caché. Police, renseignements, justice. Au final, ces infos atterriront sur le bureau du sous-préfet, chargé de faire un premier tri. Ce matin, une dizaine de dossiers arrivent en fin de course. Sur ce dossier-là, bien évidemment, il y a quelques points de suspension, ne sait pas, ne sait pas, ne sait pas. La devise de la République ne sait pas, l'hymne national Saint-Denis, bon, c'est pas une excellente réponse. Qu'est-ce que la démocratie ne sait pas, qu'est-ce que la laïcité ne sait pas. Sur un dossier comme ça, là, vous prenez quelle décision? Il est possible que ce soit une décision d'ajournement. Candidat retoqué, cette personne aura 2 ans pour réviser son instruction civique. Pas question d'être léger avec les valeurs de la République, surtout en ce moment. Ça prend depuis 1 an effectivement une actualité particulièrement brûlante et importante, mais ça a toujours été le cas. Fondamentalement, pour être français, il faut remplir un certain nombre de critères et adhérer à nos valeurs et à nos modes de vie. En moyenne, 1/3 des demandes de naturalisation est rejetée chaque année. Au niveau des demi-tours, il faut respecter votre couloir imaginaire. Vous arrivez, vous faites votre demi-tour. Fort de Vincennes, un centre de recrutement de l'armée de terre. En arc de cercle. 3, 2, 1. Ces jeunes gens à peine majeurs veulent tous servir leur pays. Pour eux qui sont nés sur le territoire national, être français allait de soi, jusqu'à cette sanglante année 2015. Arrêtez-vous, mademoiselle. Voilà, avec les bras. Pour Tony, vainqueur de cette épreuve d'endurance, le déclic, ce fut l'attentat contre Charlie Hebdo. Je suis fatigué là. C'est pas fini. 5. Depuis, il s'est imposé une préparation physique intensive. 7. Descendez bien, monsieur. 8. Tony veut être capable de monter au front. 17. Monsieur, vous allez vous ranger la marche, vous allez vous laver les mains, vous mettez la chasuble sous le cintre numéro 7. Charlie Hebdo, ça m'a vraiment poussé à faire ça et ce qui se passe encore vendredi 13. Récemment, ça me touche et j'ai vraiment envie d'aider la France et de mon pays, de me battre contre les terroristes et tout ce qui se passe en ce moment, quoi. L'armée française n'avait jamais connu ça. Depuis les attentats, ces centres de recrutement font salle comble. Jusqu'à 3 fois plus de candidats, étudiants
ou déjà salariés. Alors, le numéro 7. Je vous en prie, on va aller dans mon bureau. Comme Tony, tous sont bien conscients de ce que représente cet engagement. Vous pouvez rentrer, vous pouvez mettre votre veste sur le porte-manteau et poser vos affaires. Asseyez-vous. Quelles sont les spécialités que vous envisagez chez nous? Combattant. Dans l'infanterie. Combattant de l'infanterie? Exactement. Mais vous voulez vous engager dans un métier à risque? Exactement. Qu'est-ce qui vous motive dans ce côté risqué? Bah, c'est l'adrénaline. D'accord. Et après, penser à la mort, c'est pas quelque chose que je pense beaucoup. Parce que bah, après, je me dis, quand c'est le destin, bah, si on doit mourir, on mourira. Donc, autant servir à quelque chose et mourir pour la bonne cause. Et pouvoir servir à quelque chose. Servir à quelque chose. Exactement. Servir la nation. Voilà, exactement. D'ici 1 an, l'armée de terre devra embaucher 15 000 nouvelles recrues. Trouver des candidats, c'est la mission de cette cellule dans une autre aile du bâtiment. Très bien, ça va? Très bien, mon colonel. Bon, on est où là, de ce matin là, dans les... Depuis les attentats, leur page de recrutement prend des allures de courrier du cœur. Je suis volontaire et prêt à protéger notre pays si on me le demande. Je serai volontaire pour servir mon pays et ma patrie, la France dans nos cœurs à jamais. On nous parle de patrie, volontariat, fierté, c'est vraiment des choses... un effet patriotique en gros qui n'existait plus tellement dans la société française. Pour vous, c'est important de sentir ce soutien Ah oui, français? Très très important. Pourquoi? Excusez-moi. C'est parce que vous êtes touché ou... Ouais. À ce point? Pourquoi? Parce que c'était des choses que vous n'entendiez plus, que vous ne lisiez plus? On va dire que l'armée, pendant quelques années, on a été un peu, comme on disait, la grande muette, etc. Et comment dirais-je? De sentir que c'est un métier qui est reconnu aujourd'hui par toute la population, ça fait vraiment plaisir. On voit ça, oui. Excusez-moi. Pour Tony, les 3 jours de test sont terminés, mais il ne sait pas encore si l'armée voudra de lui. Je pars confiant. Bah, j'espère être appelé dans 15 jours pour une réponse positive. Hein. Tellement confiant qu'il a déjà plaqué son job dans la restauration. L'engagement militaire, c'est presque un devoir dans la famille. Quand Tony a annoncé sa décision à son père Pascal, il l'a tout de suite soutenu. J'aurais 21 ans, 25 ans, 22 ans. Les mecs qui partaient du Canada en plus. Hein. Depuis son enfance, Tony passe régulièrement devant le monument aux morts du village où son père habite. Mais ce n'est que récemment qu'il a vraiment compris la signification de ces vieilles pierres. Je pensais pas trop, quoi. Je regardais, je disais, waouh, c'est vraiment des gens courageux d'aider la France. Puis maintenant, c'est à mon tour, et bah, faut prendre la relève et continuer tout ça pour rester dans un pays libre. Et... Vous imaginez que peut-être un jour, le nom de votre fils se retrouvera sur une plaque? Je serais malheureux moi-même, mais fier. Pourquoi? Parce que lui, mon fils, voilà, il a défendu son peuple, il est mort pour la France. C'est une grande fierté. Pascal voit en son fils le digne héritier du grand-père, qui passait à vélo à travers les lignes allemandes pour porter des messages. J'ai ressorti un peu l'arbre familial. Mon père, qui a fait à un moment donné partie de la résistance. La famille a découvert cette histoire sur le tard, au moment de sa mort. Tu l'as connu ton père, toi? Je l'ai connu, mais j'étais vraiment tout petit. C'est vrai que c'était quelqu'un de très courageux et j'aimerais lui ressembler. Ouais, être comme lui plus tard, quoi. Pour lui, c'était normal. Comme beaucoup de Français. Pour eux, c'est normal ce qu'ils avaient fait. Se battre, défendre leur pays. Et mon gamin, voilà, prend la relève à son tour pour essayer de s'engager dans un corps d'armée. Hein. Voilà, Transmettre aux jeunes l'attachement à leur pays. C'est l'engagement de Laurent Baronne, qui lui ne se bat pas avec des armes, plutôt avec des mots. 12 ans déjà que cet avocat parisien donne de son temps pour expliquer à des collégiens les grands principes du droit. 3 fois par an, il tombe la robe et part en mission. Ce programme fait partie de la nouvelle réserve citoyenne de l'éducation nationale. Avant, les élèves le questionnaient sur les faits divers et séries policières. Mais depuis l'an dernier, les enseignants, comme cette prof d'histoire géo, lui demandent de leur parler valeurs et démocratie. Aujourd'hui, c'est une classe de 5e. Qu'est-ce que c'est la laïcité? Quelqu'un pourrait m'expliquer?
Il n'y a que toi qui parles? T'es le chef ici, en fait, c'est ça? Toi, qu'est-ce que t'en penses? La laïcité, c'est pouvoir pratiquer la religion, mais sans montrer de signes trop forts. L'État ne finance aucune religion. Voilà, c'est ça. La laïcité, c'est deux choses. La première chose, ce qu'on appelle la liberté religieuse, la liberté du culte. Deuxième élément, l'État est neutre vis-à-vis de la religion. C'est-à-dire que l'État ne doit pas s'occuper de religion. Après les grandes définitions, place aux situations concrètes du quotidien de ces ados. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi on interdit le voile à l'école? Les élèves dans le collège, ils aiment pas qu'il y ait des gens qui mettent le voile. Enfin, je sais pas. Tu crois qu'on interdit le voile parce qu'il y a des élèves qui n'aiment pas les gens qui ont le voile? Non, c'est pas ça, mais... Non, parce que là, je suis pas d'accord avec toi, hein, j'y crois pas trop. On a la volonté de vous préserver et de dire, si vous avez envie de mettre le voile à 18 ans, mettez-le, mais on vous donne l'opportunité de voir qu'on peut vivre aussi sans le voile. Et c'est la même chose hein, pour une kippa, une croix, ce que vous voulez, quelle que soit la religion. Je veux passer ça aux élèves, qu'ils le comprennent et que c'est pas quelque chose qui est évident, qu'il a vraiment fallu lutter, que des gens ont donné leur vie pour ça et que c'est rare dans le monde, c'est une chose qui est très rare. Et puis comme ce sont des futurs citoyens, j'ai envie qu'ils adhèrent à ça, puis à l'idée de communauté nationale avec toutes les valeurs que ça porte en fait. 50 minutes d'échange intenses sur ces thèmes a priori compliqués, les gamins accrochent. Est-ce que ça, pour vous, c'est important aujourd'hui quand on vous explique les valeurs de la République, ce que c'est que la laïcité, la liberté, l'égalité? Pourquoi surtout en ce moment? Parce qu'il y a le djihad. Et alors, ça permet de renforcer les valeurs connues pour moins céder à la peur du djihad. Moi, je pense que tant qu'on respecte la laïcité, tout devrait marcher. Merci beaucoup. La République reprend des couleurs et même les dictionnaires doivent se mettre à la page. Alors, dans le Robert Collège aussi, il faudra ajouter des choses, notamment les symboles de la République. Ah oui, on pourrait mettre le drapeau tricolore, la Marseillaise, la devise liberté, égalité, fraternité. Ouais. Et il n'y a pas Marianne, je suis étonné. Donc Marianne sont des symboles de la République. Oui. Ouais. Et on met ça à République. Oui. Ces derniers mois, le célèbre linguiste Alain Rey et le comité éditorial du Robert ont dû enrichir toute une série d'articles. Et est-ce que vous pensez qu'il faut qu'on revoie aussi tous les grands mots, liberté, égalité, fraternité, nation, solidarité? Là, on ne peut pas changer les définitions, mais on peut, par les exemples, orienter le lecteur vers la conscience de ce qui se passe vraiment maintenant, quoi. Tu suggérais justement qu'à valeur, on rajoute un sens. Vous allez changer même la définition du mot valeur? Oui, en fait, alors on ne change pas en tant que telle la définition, puisqu'on garde la définition telle qu'elle est, mais on rajoute un sens, ce qui est jugé bien dans un groupe, une société. La liberté est une valeur de la démocratie. Donc en fait, on retrouve le sens de certains mots. Oui, on retrouve le sens de certains mots. Le mot république. Oui, tout à fait. Le mot république, le mot liberté, le mot laïcité, qui nous paraissaient peut-être des mots un peu éloignés de nos réalités parce qu'on n'avait pas à combattre pour eux. Et comme justement, ce qui se passe actuellement, c'est la marque objective d'une désunion et d'un affrontement à l'intérieur même de la société française, que faire sinon rappeler que malgré tout, il y a République, démocratie, liberté, fraternité, égalité. Mais travailler sur une langue vieille de plusieurs siècles rend prudent. Je vous sens un peu pessimiste sur la réalité de cette union nationale. Je ne suis pas pessimiste, je suis sceptique. C'est pas du tout la même chose. Je pense qu'il y a une volonté de l'union nationale. Il s'agit de savoir ce que ça va faire dans la durée. On essaye de récupérer quelque chose qui a été perdu et non pas d'acquérir quelque chose de nouveau. Et ça, c'est un problème parce que faire revivre du passé, ça n'a pas la même force que d'inventer l'avenir. Des mots et des valeurs trop longtemps enfermés dans les livres, aux enfants de la patrie, de leur redonner vie. Et voilà pour ce reportage signé Laure Polaise et Lou Cricorian. On se retrouve ici au Stade de France. Pourquoi le Stade de France? Parce que ça a été un lieu d'union nationale et de fierté nationale en 98 lorsqu'on a gagné la Coupe du Monde ici. Mais
surtout depuis le 13 novembre. C'est aussi un lieu symbole puisque c'est ici que tout a commencé avec les 3 premières explosions de kamikazes. Et on se retrouve avec vous, Annabelle Roberts, bonsoir. Bonsoir. Et merci de nous rejoindre. Vous êtes canadienne, vous êtes installée en France depuis 10 ans, vous êtes mariée à un Français, vous avez 2 enfants. Et jusqu'au 13 novembre, vous n'aviez absolument pas ressenti le besoin de devenir française. Ça a changé ce jour-là? Oui, en effet. Donc avant le 13 novembre, je ne voulais pas être française malgré le fait que j'étais ici. J'avais ma titre de séjour de 10 ans. Pourquoi? Parce que après avoir monté un business en France, essayé de construire ce business, je voyais à tel point c'était un peu plus facile au Canada par rapport à la France. Et donc je râlais, je résistais. C'était oh, on paye tellement d'impôts, oh, si, ça. Donc ça a commencé à changer un petit peu le jour où j'ai eu d'enfants. Et j'ai vu qu'il y a un niveau de soins incroyable qu'on trouve nulle part ailleurs dans le monde. Et en sortir de l'hôpital, c'est merci, au revoir, et non pas ça sera 40 000 € s'il vous plaît. Et vous donc, avez pu accoucher en France sans être obligé d'épargner comme vous auriez dû le faire au Canada, par exemple? Exactement, sans être obligé d'épargner et en sérénité avec un niveau de soins exceptionnel. Alors ça, c'est ce qui vous plaisait en France, mais pas au point de vouloir devenir française. Le 13 novembre, vous êtes comme tout le monde, vous regardez les attentats à la télévision et il y a un déclic, vous vous dites « Je veux devenir française maintenant » Donc en fait, il y avait un vrai déclic parce que le 13 novembre, j'étais à l'étranger. Donc j'étais en Asie et j'ai vécu ça de loin, qui était très très dur. Et en fait, c'est quand je suis revenue et j'étais parmi mes proches, j'étais parmi des gens qui ont perdu quelqu'un. J'étais en train de regarder une émission à la télé où un journaliste américain parlait des attentats et parlait de la fait que l'État islamique lance une attaque contre le pays de la culture, le pays du bon vin, le pays du macaron, le pays de laïcité. Bonne chance avec ça, hein, vous n'allez pas réussir. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, si j'étais si impliquée, si ça m'a fait pleurer, si je faisais de la deuil, un deuil, avec les Français, c'est parce que c'est une attaque sur mes valeurs aussi. Et si c'était mes valeurs, il faut que je devienne française. Et le reste, les impôts, les difficultés administratives, etc., j'ai que à râler comme les autres Français et Françaises et je serai parmi vous. Alors vous avez vu dans le reportage, pour devenir français, il faut connaître un minimum la France et il y a un questionnaire. Alors je l'ai amené, le questionnaire, je vais vous poser 2-3 questions. Par exemple, est-ce que la Tour Eiffel a été construite pour l'exposition universelle de 1889, pour attirer les touristes ou, troisième réponse, pour installer des antennes de télévision? C'est un peu une question piège, hein, parce que je sais qu'il y a une antenne sur la Tour Eiffel, mais on ne l'a pas construite pour ça. Pour ça, non. C'était un peu comment pérenniser cette grande structure. Donc la bonne réponse, c'était l'expo universelle de 1989. C'est pas très très difficile, mais quand même, bon, on demande aux gens de connaître un minimum la France. C'est quoi la France pour vous? Pour moi, la France, c'est... C'est le pays qui m'a permis d'entreprendre. C'est le pays qui m'a permis de découvrir ce que c'est la culture. Parce qu'autant que j'adore mon pays natal, Canada, si on est fan de culture, si on est fan de gastronomie, la France, c'est plutôt pas mal. C'est le pays qui m'a permis de rencontrer mon mari, que j'adore. C'est home, comme on dit. Merci Annabelle, et on vous souhaite donc de réussir votre examen de passage et de devenir bientôt française. Alors vous souhaitez devenir française, maintenant on va vous montrer des Français qui, eux, ne souhaitent plus l'être, les indépendantistes et autonomistes corses qui ont gagné les dernières élections et qui parlent corse désormais à la tribune de l'Assemblée régionale, qui parlent de la France comme d'un pays étranger, qui voudraient par exemple qu'on ne puisse pas acheter une maison sur l'île sans y avoir vécu au moins 5 ans. Corse, un pays comme les autres, c'est un reportage de Mathieu Fourou, Julien Pelletier et Alice Panouillot. À l'assaut des palais de la République, il est monté à la capitale, croiser le fer avec le pouvoir central. L'indépendantiste Jean-Guy Talamoni vient de conquérir l'Assemblée de Corse. À peine élu, il fait déjà grincer les dents en qualifiant la France de simple pays ami, comme si son île était déjà indépendante. Non, ami, chez un peuple ami, évidemment. C'est le retour de la Corse en colère. Ce soir, les nationalistes Jean-Guy Talamoni
et Jules Simeoni sont reçus par Manuel Valls. Leur requête, l'amnistie pour les prisonniers du FLNC. Ils veulent aussi faire réécrire la Constitution pour plus d'autonomie. Après 2 heures de discussion, le Premier ministre n'a rien lâché aux élus. À peine sorti, Jean-Guy Talamoni s'adresse évidemment d'abord aux siens et s'offre une interview dans sa langue, sous les fenêtres du Premier ministre. Vous avez dit que la France était un pays ami, ça veut dire que vous n'êtes pas français? Je crois que vous me faites déjà poser la question, mais je crois que ça n'est faire injure à personne que de dire que nous sommes Corses. Voilà, tout simplement. Vous êtes un élu de la République, vous êtes à Matignon. Je suis un élu de la Corse, voilà. De la République française? Non, moi je suis un élu de la Corse et nous discutons avec les représentants de la République française. La Corse, l'enfant terrible de la République. 40 ans que les indépendantistes corses font la une de l'actualité. 4 décennies de lutte armée, d'attentats et de tractations pour une Corse séparée de la France. Avec le chef historique de la vitrine légale du FLNC, Jean-Guy Talamoni, toujours en première ligne. Si le FLNC disait à contribuer à ce que ce dialogue s'instaure, eh bien il aura fait quelque chose de profitable à l'ensemble de notre peuple. Aujourd'hui, fini les attentats. En décembre, les nationalistes ont pris le pouvoir par les urnes. Une révolution sur l'île et pour parer une surprise, un coup de tonnerre. La Corse est dans la République, la Corse est dans la France. Que reproche donc à la France ces Corses qui prônent la rupture? La France est un pays colonisateur. Ici, on ne veut pas être colonisé. Que reste-t-il des liens entre la Corse et la République? On ne peut pas remettre en question comme ça 250 ans ou plus d'appartenance française. Voyage dans une île qui s'éloigne comme jamais du continent. À Ajaccio, voici l'imposant palais de l'Assemblée de Corse. Au 3e étage, le bureau du président. Jean-Guy Talamoni sait qu'il n'est pas prêt d'offrir l'indépendance à son peuple. En attendant, il s'en prend au symbole de la République. J'ai enlevé le portrait de Hollande, j'ai beaucoup de respect et de sympathie pour le président de la République de la France, mais enfin, mon pays c'est la Corse et je compte le remplacer par une gravure de Pascal Paul qui était notre chef d'État au XVIIIe siècle. Voilà. Monsieur Talamoni n'a pas encore d'État, mais il a déjà un gouvernement. Agnès, oui, viens. Cette syndicaliste a été catapultée ministre de l'Environnement. Oui, c'est le ministre de l'Environnement. Mais c'est comme ça que ça s'appelle un peu partout en Europe, les ministres locaux. Ça ne pose pas de problème. D'ailleurs, en Polynésie française, le même mot est utilisé. On voit bien que l'action des autorités corses aujourd'hui dépasse très largement l'action d'un conseil régional. On voit bien que nous ne sommes pas dans un conseil régional. On voit bien que la Corse n'est pas une région. 24 ans que cet avocat siégeait dans l'opposition. En Corse, la victoire nationaliste a pris tout le monde de court. L'homme va gérer 1 milliard d'euros de budget. Du haut de son perchoir, le nouveau président a encore du mal à réaliser. Ce qui nous a surpris, c'est l'ampleur de notre victoire, c'est-à-dire je dirais l'écart qu'il y a entre notre liste et la liste suivante. Ça, c'est effectivement, ça témoigne d'un soutien important des Corses. Donc, ça nous donne d'autant plus de responsabilités. Fort de sa majorité, Jean-Guy Talamoni et ses alliés ont transformé l'Assemblée de Corse en tribune de la cause nationaliste. Leur premier geste, mettre en scène la rupture avec Paris. C'était en décembre dernier. Une étonnante cérémonie en langue corse à laquelle la journaliste Ariane Chemin a pu assister. C'était un moment assez important. Les gens se pressaient devant les grilles, il y avait une file d'attente, il y avait beaucoup de gens qui étaient venus. Ça a duré d'ailleurs très très longtemps. Puis après, il y avait tout le monde au balcon, des chants. C'était une ambiance un peu meeting qui s'invitait tout d'un coup dans l'hémicycle. Jean-Guy Talamoni surprend tout le monde avec un discours martial qui sonne comme une déclaration d'indépendance. Siamo di un tigui, in cui tutti quelli che come noi hanno sempre combattuto l'autorità francese in terra di Corsica. Domenica, budendo per i nazionalisti, ha detto il popolo corso che la Corsica non era un pezzo di un altro paese ma una nazione. À la fin du discours,
Un élu brandit un livre du XVIIIe siècle appelant la révolte des Corses. Du jamais vu. Tous les élus sont là, ils restent assis. Et Jean-Guy Talamoni demande aux élus de l'exécutif corse, c'est-à-dire le gouvernement de la Corse, de venir dans l'hémicycle, à se réunir autour de lui et de prêter serment. Il en fait quelque chose de très solennel. Et quand on sait que la politique, sont autant des symboles que des discours, c'est un moment évidemment très important depuis la création de l'Assemblée de Corse. C'est un petit moment d'histoire et il le sait. Je défendrai le droit des peuples à maîtriser librement leur destin. J'en fais le serment. Ainsi soit-il. Je pense que pendant 2 ans, la priorité pour les nationalistes, ce ne sera pas des réformes de fond. C'est pour ça que les symboles ont beaucoup d'importance, parce qu'il faut aussi dire des choses aux militants, qui voudraient un peu qu'on se rende compte qu'on a changé d'époque. L'hymne corse conclut une cérémonie largement reprise par les médias. Talamoni a réussi son coup. À Paris, le Premier ministre en personne finit par réagir. Il a prononcé son discours en Corse et il a dit dans son discours que la Corse n'est pas le morceau d'un autre pays. La République française peut-elle laisser dire des choses pareilles au sein d'un exécutif régional de la France? Il y a des lignes rouges, comme on dit, qui là ne peuvent pas être discutées. L'amnistie des prisonniers politiques, il n'y a pas de prisonniers politiques. Il n'y a qu'une seule langue dans la République, c'est le français. Un statut de résident pour les Corses, sur le plan fiscal, c'est contraire à la Constitution. La Corse est dans la République, la Corse est dans la France, la langue c'est le français, et chacun doit se rappeler de ces grands principes. Paris, la Jacobine, mépriserait l'île de beauté. La culture corse serait en danger, et sa langue vouée à disparaître. C'est la ligne des nationalistes. C'est ce que pensent de plus en plus de Corses. À la sortie des classes, Marina va faire réviser sa leçon à son fils, Lisandro, 9 ans. Alors c'est quoi? Tu as eu 10 sur 10? De la poésie, dans la langue de Paoli. Se una gastagna tocca una gastagna cascata in terra, subito a mi più domani, in due in usera quelle che a trois ravines. C'est bien, Lido. Elle était fière de toi, la maîtresse? Qu'est-ce que c'est? C'est une poésie corse. Qui parle de quoi? D'une châtaigne qui tombe par terre et qu'on la ramasse et on la met dans la main. Ça vous fait plaisir qu'il apprenne... Oui, on est fiers de lui. Hein. Ouais. Non, puis lui, ça lui plaît aussi. Hein. Comme Lisandro, la plupart des enfants de l'île apprennent le corse à l'école publique. Un acquis des nationalistes qui exigent maintenant qu'elle soit déclarée langue officielle, comme le français. C'est quand même normal d'apprendre le corse. Enfin, pour moi, personnellement, c'est normal. Hein. Ah, mais ça, en plus, elle a dit qu'elle était fière de moi en dessin. C'est pas forcément le cas en Bretagne, en Alsace. Non. Mais plus ça va, après, dans certaines régions, la langue se perd. Hein. Si Lisandro est aussi appliqué en langue corse, c'est également pour faire plaisir à son père, un militant, en prison. Mon père. T'es fier de lui? Ouais. Est-ce que tu sais pourquoi il est en prison? Non. Oui. D'avoir commis des attentats. 2 ans que l'époux de Marina dort en prison, tout comme les maris de ses copines Élise et Claudia. Ils sont accusés d'avoir posé des bombes pour le FLNC. Elles disent leurs compagnons innocents, mais à les entendre, seuls les nationalistes sont capables de sauver leur belle île et sa culture. Qu'est-ce qu'il y a de particulier ici qu'on n'a pas sur le continent? Une âme. Tranquillité, une La âme, paix. la paix. La paix, la tranquillité, c'est petit, on se connaît tous et la confiance. Qu'est-ce que vous voulez défendre ici? Préserver tout ça. La Corse éternelle et son environnement sauvage seraient aussi menacés par la spéculation immobilière et par les prix qui flambent. Corté, le berceau des nationalistes. 7000 habitants, 4000 étudiants. Jean-Guy Talamoni vient défendre une idée très contestée à Paris. Pour favoriser les Corses, il veut interdire l'achat d'un bien à toute personne n'ayant pas résidé au moins 5 ans sur l'île. Une mesure contraire à la Constitution française, mais très populaire ici. Est-ce que ça, c'est pas le repli sur soi? Est-ce que c'est pas l'intolérance envers tout ce qui n'est pas corse? Écoutez, si le fait de dire que l'on a le droit de rester dans son pays et d'y trouver un logement, c'est être intolérant, alors je crois que je ne sais plus ce que signifie le mot intolérant. Marine Le Pen parle de préférence régionale, vous de résidence au bout de 5 ans, est-ce que c'est pas la même chose tout ça?
Un repli sur soi? Je crois qu'il n'y a, de notre point de vue, aucun repli sur soi. Il y a simplement la volonté de faire en sorte que ce petit peuple venu du fond des âges puisse continuer à vivre comme une communauté originale. C'est cette volonté d'être qui fait notre nationalisme. Et ce nationalisme-là n'a rien à voir avec les nationalismes que l'on peut rencontrer aujourd'hui en France. Un discours identitaire qui mobilise de plus en plus les jeunes déçus de l'État français. À l'université de Corté, le chercheur André Fazzi a vu les nationalistes gagner en influence depuis une dizaine d'années. Je crois qu'il y a un désamour croissant de la jeunesse corse face à la France. Il y a le sentiment d'une autorité de l'État qui est à géométrie variable, qui s'applique selon la tête du client, s'applique avant tout sur les cibles les plus faciles et sur les nationalistes, pas sur la grande délinquance et pas sur les élus les plus corrompus. Dans les rues de Corté, de jeunes radicaux affichent ouvertement leur discours anti-français. L'État français assassin. Et ça ne choque personne. Ce jour-là, une centaine d'étudiants défilent en chantant l'hymne du FLNC. Le grand François et ses amis demandent l'amnistie pour les poseurs de bombes. Des actes justifiés selon lui, car en Corse, il se sent en territoire occupé. Force d'occupation, ça irait bien, et force hostile aussi, même si c'est peut-être un peu fort, puisque régulièrement, ces forces qu'on appelle des forces de répression, mais s'affairent à réprimer les militants politiques que nous sommes. Les forces de l'ordre, François les connaît bien. À 21 ans, cet étudiant en histoire a déjà reçu la visite de la SDAT, la police antiterroriste. C'était dans son studio, au petit matin. On a des traces de griffes, mais c'est des traces de bélier. C'est la SDAT qui est venue perquisitionner chez moi, et ils ont interpellé un ami qui dormait chez moi pour des faits de dégradation sur des bâtiments publics. C'est-à-dire une attaque à la bombe? Oui, en l'occurrence, c'est un attentat à la voiture piégée qui a avorté, il n'y a pas eu d'explosion. François appartient à cette partie de la jeunesse corse qui ne se sent plus rien en commun avec le continent. Comment est-ce que vous voyez la France aujourd'hui? On veut la voir loin. Pourquoi? Chez eux. Chacun chez soi. Vous sentez... La France est un pays colonisateur. Si on ne veut pas être colonisé. Pour s'affranchir de la République, certains menacent de reprendre les armes. Vous sentez solidaire de la France? Non, pas du tout. Nous, en fait, il faudrait qu'on soit solidaires entre Corses. Il faudrait qu'on soit tous ensemble pour lutter contre eux. Parce que nous, les armes, on les a déposées. Si on les reprend vraiment, la guerre va y être vraiment. Corse contre Corse. Face à la poussée des nationalistes, il y a encore des villages comme Verdez, peuplés d'irréductibles Gaulois. Car ici, les habitants se sont choisis un maire amoureux de la France. Même s'il ne manque jamais d'honorer le saint patron du village, il est furieusement républicain. C'est ça les traditions. Les traditions, voilà, c'est côté séparation de l'Église et de l'État, mais priorité aux religieux pour les fêtes patronales. Francis Pomponi, 75 ans, attaché à la France et à ses symboles. Le bleu du côté du cou. Voilà, le bleu du côté du cou. Certains électeurs du village ont demandé à cet historien de se présenter contre les nationalistes. Et à leur santé et à la vôtre. Car l'indépendance leur fait peur. Moi, je serais très inquiet si la France quittait la Corse, hein, parce que en Corse, je sais pas, on ne sait pas comment on s'en sortirait. Hein. Pourquoi? Mais ça fait des années que nous sommes français, ça fait des années. Donc on vit avec ce que la France décide. Hein. Et c'est eux qui nous payent nos pensions, c'est eux qui nous payent tout. Comment on ferait en Corse? Nous, on est français de la région. Vous voulez pas être indépendant? Non. Les habitants de Verdez font de la résistance. Les provocations de M. Talamoni passent mal. Talamoni en lui-même ne m'inquiète pas beaucoup. C'est plutôt la passivité qu'il y a chez les gens qui risquent de ne pas comprendre où sont leurs vrais intérêts, d'une part.
parce que c'est quand même une aventure que de vouloir larguer les amarres, si on peut un terme marin. Larguer les amarres, c'est toujours dangereux. En Corse, rares sont ceux qui, comme lui, osent défier ouvertement les nationalistes. Mais pour Francis Pomponi, pas question de tirer un trait sur 250 ans d'histoire commune. Nous, les Corses, nous sommes très attachés au cadre national, à la France, parce que d'abord, nous avons été Français à part entière avant même les Niçois ou les Savoyards, et nous ne sommes pas la dernière province qui a été rattachée à la France, mais parce que nous y avons trouvé notre compte. Nous y avons trouvé notre compte, nous y avons trouvé satisfaction d'appartenir à ce qu'on appelle la grande nation, et porteuse d'idéaux, porteuse de valeurs dont on se réclame encore aujourd'hui à une échelle mondiale. Dans les sondages, la majorité des Corses ne se dit pas favorable à l'indépendance. Dans 2 ans, ils revoteront pour une nouvelle assemblée. L'avenir dira si la France et ses valeurs font encore rêver les Corses, ou s'ils préfèrent larguer les amarres et partir loin du continent. Et voilà pour ce reportage signé Mathieu Fourou et Julien Pelletier. Retour aux Invalides, ici pas très loin du tombeau du plus célèbre des Corses. Napoléon est enterré ici sous le dôme. Bonsoir Jean-Pierre Chevènement. Bonsoir. Ancien ministre de l'Intérieur notamment. Vous aviez démissionné en 2000 parce que vous ne vouliez pas voir ça, c'est-à-dire ce qu'on vient de voir, ce qui se passe en Corse aujourd'hui, c'est ce que vous vouliez empêcher? Oui, mais c'est là le résultat d'immenses complaisances, à droite et à gauche. Quand il parle d'une nation corse, c'est une nation ethnique, avec des relents xénophobes. Vous voyez ce qui s'est passé récemment, saccage d'une salle de prière musulmane, attentat contre une boucherie halal, ou contre un restaurant kebab. Quand vous avez vu cette manifestation avec des types qui pouvaient déclencher une ratonnade, vous avez senti qu'on était au bord de l'explosion. Et je pense que c'est une des conséquences du manque de fermeté de l'État. Et on peut dire que toutes les administrations locales sont plus ou moins noyautées et vivant sous le régime de la peur sont des citadelles de l'idéologie nationaliste. Or, cette idéologie n'a rien à voir avec la République. Il demande la libération des prisonniers politiques. Colonna, l'assassin du préfet Erignac, non, il y a des limites. Quand vous l'entendez, là, Jean-Guy Calamani parler en Corse à la tribune, ça vous rend furieux? Écoutez, je reste fidèle à la Constitution. Le français est la langue de la République. Alors, Jean-Pierre Chevènement, vous êtes connu pour avoir démissionné 3 fois. Et puis, pour cette fameuse formule, un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. C'est ce que vient de faire Christiane Taubira sur la question de la déchéance de la nationalité. Elle n'était pas d'accord, elle est partie, elle a bien fait? Mais vous savez, quand on démissionne de gouvernement, c'est toujours difficile. Il faut que le sujet en vaille la peine. Moi, je l'ai fait parce que le choix de 83, la parenthèse libérale, l'accrochage aux marques et à une monnaie trop forte, c'était la désindustrialisation de la France. Elle s'est produite. Je ne commente pas. La deuxième fois, la guerre du Golfe, ça a conduit au désordre, au chaos au Moyen-Orient, à la désintégration de l'Irak et à Daesh. On voit le résultat. Hein. Sur la Corse, on voit aussi le résultat. Donc, quand on démissionne, c'est grave. Il faut que ça en vaille la peine. La déchéance de nationalité, permettez-moi de le dire, ça n'en vaut pas la peine. Parce que je trouve ça tout à fait normal que soient déchus de leur nationalité quelques criminels, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Une poignée de criminels qui ont accepté de se laisser transformer en bombes humaines téléguidées pour tuer leurs concitoyens innocents. Quel degré de haine cela révèle? Comment en sont-ils arrivés là? Eh bien, je dirais que la nationalité française, il faut la faire respecter. Hein. Eux ne la respectent pas, mais on peut, je dirais, sans faire de distinction entre binationaux et mononationaux. Ça, c'est une erreur. Mais on peut leur enlever la nationalité française. Ils seront quoi? Apatrides, mais ils ont un statut très protecteur, les apatrides. D'abord, ils purgeront, je l'espère, une longue peine de prison. Mais en même temps, on nous dit que c'est très symbolique, que ça touchera très peu de monde, que ça n'améliore pas la sécurité des Français. Oui, mais les symboles, ça compte, je dirais. La nationalité française, ça doit se faire respecter. La France, ce n'est pas un gros mot. Et beaucoup de gens ont montré qu'ils se sentaient français parce qu'ils sont attachés à la République, à la liberté d'expression, à un certain mode de vie.
et que quand on vient nous chercher, on nous trouve quand même. Hein. Je pense qu'il faut que les Français se lèvent, mais pas derrière Le Pen ou derrière des leaders de droite ou d'extrême droite. Hein. Je pense qu'il faut que les Français fassent respecter ce que signifie la France et la République. Alors justement, les Français qui se lèvent, on en a montré ce soir dans cette émission, on a vu notamment les candidatures qui explosent au bureau de recrutement militaire, ces jeunes qui veulent rejoindre l'armée. En réaction aux attentats, vous avez été ministre de la Défense, vous n'avez jamais trouvé que patriote, c'était un gros mot, et vous étiez à une certaine époque pas très nombreux à gauche à tenir ce discours. Comment vous trouvez aujourd'hui que la France, les Français ont réagi aux attentats de 2015 ? Je trouve qu'ils ont très bien réagi, à l'exception des incidents que nous avons vus en Corse. Ils ont montré beaucoup de sang-froid, et j'espère qu'ils continueront à en montrer, parce qu'un piège nous est tendu. C'est le piège de l'engrenage, de l'escalade, des ressentiments, de la haine, de la violence. Et je pense qu'un peuple qui est ferme sur ses valeurs, ses convictions, il peut résister à ce terrorisme djihadiste qui durera longtemps, mais le peuple français sait ce que c'est que souffrir. Il a beaucoup souffert dans l'histoire. Donc le peuple français, il fera reculer ce terrorisme djihadiste sauvage. Merci beaucoup Jean-Pierre Chevènement, et voilà ce qu'on voulait dire ce soir dans cette émission sur l'identité française. Merci à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Thomas Auro, Joël Bruandé, Clément Castex et Samuel Humez à la rédaction en chef, Caroline Durand à la préparation des plateaux, Philippe Lallemand à leur réalisation. La semaine prochaine, on s'interrogera sur les riches qui trichent à l'occasion de l'ouverture du procès de Jérôme Cahuzac. À la semaine prochaine.